mais qu'il faut qualifier, ou à qui il faut donner la possibilité de se qualifier. Les technologies qui sont en train d'être développées et qui permettent aussi de diminuer les effets négatifs des changements climatiques. Nous travaillons déjà, et surtout au Sénégal, sur les énergies renouvelables. Ça aussi, ça peut atténuer les effets des changements climatiques. L'innovation agricole. D'ailleurs, j'ai vu hier, en passant sur la rue, qu'il y a beaucoup d'entreprises New Holland qui sont ici. Je pense que vous êtes forts dans la modernisation de l'agriculture. Et finalement, il y a de nouveaux concepts de sécurité, la coproduction de la sécurité et la coopération entre les forces de sécurité et la société civile qui permettent d'endiguer l'insécurité. Mais je vais vous dire déjà une chose, sans rentrer trop dans les détails actuellement. Si nous considérons le terrorisme, la criminalité organisée et tout simplement les citoyens et les citoyennes qui sont insatisfaits, le problème est que je crois observer que les délimitations entre ces phénomènes deviennent de plus en plus floues. Et c'est peut-être l'un des problèmes principaux aussi de nos sociétés. Alors, les changements extra-constitutionnels récents de régime, juste pour les passer en revue, voici la carte de l'Afrique. Eh bien, ça a commencé au Mali, directement deux fois. On avait deux coups d'État, le 18 août et le 24 mai 2021. Le dernier, votre humble serviteur, a été même sur place. Je venais d'arriver par avion lorsque j'ai vécu ça. Il y a finalement le Tchad. Bon, c'est pas vraiment un coup d'État, mais disons, c'est le cas de l'assassinat du président qui a amené un changement le 20 avril 2021. Finalement, nous avons la Guinée, un coup d'État le 5 septembre, le renversement du président Alpha Condé. Le Soudan, nous avons eu un coup d'État le 25 octobre 2021 et un conflit armé qui a commencé il y a juste 6 mois. Nous avons le Burkina Faso, 2 coups d'État successifs en 2022 même. Et le Niger, le 26 juillet passé, et finalement le Gabon, le 30 août 2023. Si nous voyons cette carte, nous constatons qu'il y a toute une zone en état d'exception. C'est le Sahel. C'est le Sahel qui se trouve dans cette situation. Et nous avons aussi une zone à risque. Et nous voyons déjà que les terroristes, par exemple, ceux qui remettent en cause le système, sont déjà au nord des pays côtiers du Golfe de Guinée. Et je dirais aussi que, vu quand même le fait que les tensions sociales ont aussi augmenté au Sénégal, le Sénégal, je le compte aussi dans cette zone à risque d'instabilité. Et je le dis avec tout mon respect pour les hommes et les femmes du Sénégal, et vous avez ça entre vos mains pour anticiper ce qui pourrait éventuellement arriver. Il y a beaucoup de facteurs positifs au Sénégal qui peuvent empêcher un scénario pareil, mais il faut aussi quand même en tenir compte. Nous avons alors ici 10 événements critiques en 3 ans seulement. Finalement, bon, l'étude du cas du Burkina Faso, on va parcourir ça vite et nous concentrer aux aspects institutionnels. Nous avions le 24 janvier 2022 un premier coup d'État. On a destitué, arrêté le président du Faso, Kaboré. On a dissous les organes. C'était typique gouvernement, Assemblée nationale, mais j'attire votre attention au fait que le Conseil constitutionnel n'a pas fait l'objet d'un communiqué. Il est resté. Et nous allons voir pourquoi. La suspension de la Constitution, d'abord ils l'ont prononcé, mais déjà le 29 janvier, avec la proclamation du soi-disant acte fondamental du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration,
on a levé la suspension de la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les putschistes, quelque part, cherchent à s'aligner derrière la légalité. Ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas vivre sans la légalité. Et ça répond peut-être aussi un tout petit peu à une question qui a été posée tout à l'heure. Et il y a désormais le postulat de la coexistence entre l'acte fondamental et la Constitution. Mais la Constitution est réduite en fait à un ensemble de dispositions subsidiaires. Finalement, le 2 février, par la suite, ils ont dissous aussi les organes élus des collectivités territoriales. Déjà directement pour parler du Niger, ça, au Niger, on ne l'a pas fait. Les organes élus des collectivités territoriales au Niger sont intacts. Je tire cette parallèle. Bon, finalement, comme le professeur Kanté l'a dit, ils vont un peu trop vite. Mise en place d'une commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition, ok, c'est pour planter le décor. Et finalement, le 8 février, il y a 2 décisions du Conseil constitutionnel qui n'avaient pas été dissous. Ils ont constaté la vacance du poste de la présidence du FASO et la dévolution des fonctions du président au président du MPSR, du mouvement des putschistes. Suite à cela, bon, maintenant on voit pourquoi le Conseil constitutionnel est resté en place. Hein. Malheureusement, cette porte de sortie n'existe pas au Niger. Le président du MPSR a prêté serment devant le Conseil constitutionnel d'abord une première fois, il y avait après des assises nationales. Et là, nous avons à nouveau un phénomène dans ces régimes ou dans ces sociétés en transition. Les assises nationales. Vous pouvez aussi appeler ça conférence nationale, et il y a plusieurs expressions qui visent un peu la même chose. Et ce sont les représentants et représentantes des forces vives de la nation. Voici encore une expression qui revient très souvent. Et là, on peut se poser la question de manière critique, mais c'est quoi les forces vives de la Constitution? Est-ce que vous, par exemple, professeur, est-ce que vous faites partie des forces vives de la nation sénégalaise? Je ne sais pas. Est-ce que vous le savez? Ou, madame, vous, est-ce que vous faites partie des forces vives de la nation sénégalaise? En cas de doute, c'est moi qui, si je prends ici les rênes, c'est moi qui vais décider, vous en faites partie, vous non. Donc, juste pour dire que c'est assez critique quand même. Mais on se réfère toujours aussi comme base de légitimation aux forces vives de la nation. Moi, je voudrais bien savoir ce que c'est et comment on les désigne. On a signé une charte de la transition au nom des forces vives de la nation, et la charte de la transition a la même relation avec la constitution de la 4e République, donc du 2 juin 1991, qu'avant, mais c'est toujours la charte de transition qui prévaut, et c'est la constitution qu'on garde comme un ensemble de dispositifs qu'on laisse intervenir de façon subsidiaire, et pour pouvoir dire aussi que, vous voyez, on n'a pas touché à la Constitution finalement. Hein. Pardon, je suis peut-être un peu cynique, mais dans un contexte scientifique, c'est permis. Finalement, ils ont nommé un Premier ministre, les membres du gouvernement, les membres d'une assemblée législative de la transition constituée par des représentants des forces vives de la nation. Comment est-ce que ces gens ont été désignés? Je n'ai jamais lu un article là-dessus, ni une justification. Et finalement, la mise en place d'un comité d'orientation et de suivi de la transition qui a coûté beaucoup d'argent, qui était très, très contesté. Il y avait un remaniement du gouvernement encore le 12 décembre 2022, mais après c'était déjà terminé parce que le 30 septembre, nous avons eu le prochain coup d'État. Donc le remaniement du gouvernement n'a plus servi à quelque chose. Voilà. Et finalement, c'était à peu près le même déroulement. On ne va pas trop aller dans des détails. Ils ont fait revivre le MPSR qui avait été dissous au Burkina Faso. Et c'était en principe la même façon de procéder. Mais les putschistes de septembre 2022 se sont alignés quand même aussi derrière les motivations pour le premier coup d'État du lieutenant-colonel Damiba.
On a à nouveau organisé des assises nationales. C'était à nouveau les forces vives de la nation. J'ignore si c'était les mêmes personnes ou plutôt pas. Peut-être que les forces vives de la nation ont autant changé. Ça montre aussi que l'utilisation de cette expression, elle est quelque part bonne, mais bon, il y a des doutes quand même par rapport à la représentativité. On a à nouveau signé une charte de la transition et le Conseil constitutionnel non dissous a à nouveau constaté la vacance de la présidence du Faso et on a fixé la date pour la prestation de serment du président, ce qui fut fait, et on a à nouveau la nomination d'un Premier ministre et des membres du gouvernement. Voilà. Et il y a une nouvelle assemblée législative de transition. Donc, au Burkina Faso, ça a suivi ce modèle. Comme je dis, au Niger, c'est un peu différent. Premièrement, ils ont aussi dissous la Cour constitutionnelle. Donc, on ne peut pas faire recours à cet instrument. Et aussi, au Niger, les collectivités territoriales sont encore fonctionnelles et en place. Maintenant, maintenant, vous pouvez aussi procéder à une analyse des textes, des chartes de la transition. Si vous êtes, en tant que scientifique, devant le défi de devoir découvrir les intentions de vos partenaires, vous devez travailler éventuellement avec les dirigeants, vous devez travailler avec la société civile. D'abord, vous pouvez analyser les textes et vous voyez qu'il y a des différences entre les coups d'État au Burkina Faso, la charte de la transition du 1er mars 2022 et la charte de transition du 14 octobre. La première charte était beaucoup plus, disons, il y avait beaucoup plus de sentiments. Le président incarne et symbolise l'unité nationale. Ça, ça fait appel à des valeurs, mais ça n'a pas vraiment un effet, disons, sur l'organisation de l'État. Non? C'est pourquoi, dans la nouvelle charte de la transition, vous allez constater qu'elle est rédigée de manière plus, est-ce que je peux dire, brute, moins sentimentale, moins pathétique. Donc, il n'y a pas de correspondance. Et après, le président de la transition est investi lors d'une cérémonie au cours de laquelle il reçoit les attributs de sa fonction. Là, l'accent est mis sur la cérémonie et l'effet légitimateur, en quelque sorte, de cette cérémonie, alors que la nouvelle charte dit le président de la transition est investi par le Conseil constitutionnel. Point. Donc, il n'y a pas cet élément solennel. Et après, le président de la transition assure par son arbitrage institutionnel le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Bon, la nouvelle charte se résume à dire que le président de la transition exerce les fonctions de président du Faso, chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution et de la charge de la transition. Donc on voit déjà un changement entre ces deux. Je vous invite vraiment à étudier les textes, les formulations, le côté sémantique, linguistique de ces textes-là pour découvrir davantage les intentions et la conception de ceux avec qui vous devez traiter. Voilà. Donc il y a dans la nouvelle charte moins de références à des jugements de valeur que dans la charte du 1er mars, et son style de rédaction est moins solennel ou pathétique et se limite plutôt à des dispositions réglementant l'organisation de l'État et le fonctionnement de ses organes. Et la nouvelle charte stipule et souligne plus clairement le caractère provisoire de ces dispositions. C'est l'esprit de la transition qui en sort un peu mieux. Et toutes les deux chartes entendent se situer dans un contexte de continuité de la vie constitutionnelle. C'est ça qui est ici une particularité. On cherche toujours à, est-ce que je peux dire, à s'agripper à la Constitution de 1991, alors que c'est cette Constitution qu'on a plutôt d'abord suspendue. Merci.
Et qu'est-ce qui s'ensuit? Donc, est-ce qu'on peut parler, et la question a été soulevée aussi tout à l'heure après l'intervention du professeur Kanté, est-ce qu'on peut parler d'un droit constitutionnel de la transition, une catégorie de normes juridiques sui generis? Est-ce qu'on peut dire ça? Il y a des arguments pour et contre. Il y a une approche dogmatique, je voudrais l'appeler dogmatique, on pourrait aussi dire normative. Il y a le risque d'affaiblissement des normes et principes du droit international public et ses valeurs si nous considérons ce droit comme faisant partie, disons, du cadre d'un droit constitutionnel. D'autre part, il y a l'approche pragmatique. Il faut préserver les conditions minimales pour le dialogue. Si vous avez, par exemple, le président d'un pays qui dit que vous, les autorités nigériennes, par exemple, je ne vous reconnais pas, vous n'existez pas, moi je traite uniquement avec le président Bazoum. Moi je vais dire, fine, c'est très bien, tu restes avec tes principes, mais tu vas atteindre quoi? Hein, tu expliques au général que pour moi tu n'existes pas. C'est un dilemme. Il y a aussi le risque de céder à la force normative du factuel et d'encourager les changements de régime extra-constitutionnel si, par exemple, les États voient que, bon, en réalité, on peut faire tout ce qu'on veut, finalement, on finit par se faire reconnaître, donc il n'y a pas de problème. Ouais, mais d'autre côté, c'est une approche plus réaliste dans la mesure où les nouvelles structures existent et il n'y a pas d'autres partenaires pour le dialogue. Probablement. Vous pouvez peut-être en trouver à l'étranger, mais quelle influence réelle est-ce que ces partenaires ont sur ce qui se passe sur place où il y a des êtres humains qui souffrent de sanctions qui leur ont été appliquées par la soi-disant communauté internationale? C'est qui la communauté internationale? Bon, autre question. Il y a le risque de bafouer les valeurs de la communauté internationale, voilà, elle vient. Mais aussi, de l'autre côté, une augmentation de chances de rétablir les valeurs reconnues si on entre dans un dialogue quelconque avec les nouvelles structures. Pas pour leur donner raison, mais tout simplement pour trouver un modus vivendi pour échanger. Donc, c'est un défi pour le droit international public et le droit constitutionnel classique. Parmi toutes les normes qui existent et qui cherchent à empêcher les changements extra-constitutionnels, je voudrais juste citer la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007. Les États partis conviennent que l'utilisation entre des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel du gouvernement et est passible de sanctions appropriées par l'Union africaine. Tout putsch, ils ont écrit ça comme ça, tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. Donc c'est clairement condamné par l'Union africaine. Mais comment faire? Et voici l'article 25 de la même charte africaine prévoit comment il compte procéder au cas où cela arrive. Maintenant, c'est à vous de voir, dans les cas que nous avons cités, est-ce que ce schéma a été suivi ou pas? Est-ce que les sanctions ont vraiment touché les groupes de personnes, les groupes d'intérêt qu'on voulait toucher? Tout ça, ce sont des questions. Finalement, encore par rapport à la Constitution, le professeur Kanté a déjà donné en réalité un agenda. En réalité, ça contient des éléments d'agenda. Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut entendre par Constitution aujourd'hui? Mais c'est l'expression et la matérialisation d'un consensus social suprême avec des droits fondamentaux. Il y a normalement deux parties, les droits fondamentaux, les droits de l'homme et du citoyen, et aussi l'organisation de l'État, donc l'attribution et équilibrage des pouvoirs.
Mais il y a un nouveau conflit entre deux principes et valeurs qui devraient normalement être en ligne les uns avec les autres. Et c'est la légalité et la légitimité de la forme de l'État. Quelle est la différence? Pour la légalité, l'acquisition repose sur le strict respect des règles matérielles et procédurales de recherche du consensus et de la représentation. Il y a l'élément démocratique qui est dedans. Mais la légitimité, elle est différente, mais dans le cas idéal, ça se complète. La légitimité a l'avantage apparent de la flexibilité et de la rapidité d'adaptation. Vous avez peut-être vu, lorsqu'il y a eu des coups d'État, le deuxième coup d'État au Burkina Faso et celui au Niger, même si au début au Niger, il y avait encore aussi des manifestations en faveur du président Bazoum. Et il y a aussi le facteur de manipulation, mais ça, il faut l'examiner, l'analyser à part. Vous n'avez pas remarqué combien de personnes étaient finalement dans les rues pour soutenir les putschistes? Oui, ça peut être manipulé, mais il y a aussi le facteur de la popularité. Mais ça montre en même temps qu'il y a des gens qui sont mécontents avec le système existant et qui cherchaient là une façon de s'exprimer. Mais la légitimité subit une pression nettement plus élevée de devoir faire ses preuves en de brefs délais. Elle ne bénéficie pas d'une protection juridiquement fondée et de ce fait acquise, mais peut se limiter à un simple phénomène temporaire et est alors lié dans sa durée à la pérennité des circonstances ayant servi de base de justification. Un bon exemple est le lieutenant-colonel Damiba au Burkina Faso. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il était acclamé, mais déjà quelques mois plus tard aussi parce qu'il s'est mal exprimé vis-à-vis de la population, même avec un discours insultant, il a perdu la légitimité. Ayant perdu la légitimité et n'ayant pas acquis la légalité, ou un semblant de légalité, voilà, c'était facile pour le capitaine Ibrahim Traoré de le remplacer. Et un regard sur les causes des changements anticonstitutionnels. Et là, on rejoint aussi les thématiques que le professeur Kanté a déjà évoquées. Il y a un mécontentement croissant avec la performance de l'État dans sa forme actuelle dans notre région, sur notre continent. Et l'État ne répond plus aux attentes des citoyens et citoyennes. Il y a un malaise au sein de la société, une évolution et mutation des valeurs culturelles et sociétales, et ce qui nous fait vivre la fin d'une ère, la remise en question de l'État constitutionnel classique ou post-colonial, un changement de paradigme. Et des facteurs à prendre en considération, ça c'est pour les travaux futurs, c'est le changement des techniques, méthodes et règles de la communication. Il faut aussi voir, regardons encore le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Le capitaine Traoré a de façon ciblée et intentionnelle utilisé la désinformation pour faire changer la mouvance dans son sens. Peut-être que vous vous souvenez encore, Traoré avait laissé déclarer que, attention, le lieutenant-colonel Damiba s'est retiré au camp militaire des Français à Cambouin-Sainte, ça c'est au nord de Ouagadougou, et il est en train de préparer un contre-coup contre nous tous. Et c'est finalement aussi ce discours qui a été l'élément principal pour que la vie générale change. Donc c'était une désinformation ciblée pour atteindre un objectif. Voilà le rôle de la communication. L'État n'a plus le monopole de la genèse et de la diffusion de l'information. On vient de le mentionner aussi. Donc le paysage, comment est-ce que j'obtiens mes informations et comment est-ce qu'on diffuse, ça a changé et il faut qu'on en tienne compte. Et aussi l'instrumentalisation de la communication, je viens de donner l'exemple, mais il y a aussi encore plus fort les fausses informations, fake news et le discours de la haine, le hate speech. Quelques conclusions et recommandations pour ne pas vous retenir trop longtemps. Une chose est claire, comme
dit un coach international, "The only thing which is sure in your life is change." La seule chose qui est vraiment sûre dans votre vie, c'est le changement. Donc, maintenant, vous êtes invités, mesdames et messieurs, chers collègues, à prendre le devant. Ne devenez pas un objet de la politique, mais courez devant pour faire de la politique ou influencer la politique avec des inputs techniques. Il faut piloter le changement. Et comment? Il s'agit des défis en termes de re-engineering de l'État et de la société par une approche anticipative et systémique. Et il faut accompagner de façon constructive des processus de nation building et de state building qui sont en cours. Ça n'a pas seulement de sens de critiquer, il faut accompagner, il faut analyser avec des méthodes scientifiques et aussi avec les méthodes scientifiques, fournir un input pour que ça arrive à bon terme. Et la promotion d'approches participatives et inclusives et l'approche de la subsidiarité. En réalité, la décentralisation n'est autre qu'une forme d'application du principe de la subsidiarité. Ça veut dire que c'est la communauté la plus petite qui doit normalement régler un problème. Et on va seulement faire remonter le problème si la communauté à la base n'est pas capable de le faire. Si on appliquait ce principe mieux, beaucoup de conflits pourraient être évités ou atténués. La prise en compte et la valorisation de mécanismes endogènes de vivre ensemble en société et de prévention, de résolution de conflits. Tout à l'heure, il y avait un partenaire qui avait dit, mais et si on prévoyait des autorités traditionnelles, coutumières, plus dans la construction de l'État en Afrique? Mais je peux vous dire que, ok, au Sénégal, c'est limité, mais je peux vous dire que plus vous allez vers l'Est, vers le bassin du lac Tchad, d'où sont originaires quelques modèles d'États africains avec une forte puissance. Plus vous allez vers l'Est, plus vous allez aussi constater que le pouvoir de ces autorités traditionnelles augmente. Au Niger, vous avez clairement une réglementation sur la chefferie traditionnelle et au Tchad, ils ont même un statut encore plus fort que ça. Au nord du Cameroun, de facto aussi. Et un autre exemple, c'est l'Ouganda. En Ouganda, vous avez un royaume qui constitue l'une des entités de la République. Un royaume qui fait partie d'une république, avec un statut officiel. Donc, et vous avez des mécanismes très intéressants de prévention et de résolution de conflits. Bon, on ne peut pas peut-être leur donner une valeur constitutionnelle en tant que ça, mais ces valeurs existent. Je voudrais citer surtout au Sénégal, comme au Burkina Faso aussi, les parentés à plaisanterie. Ce sont des mécanismes endogènes que nous ne connaissons pas en Europe, mais qui promeuvent la résolution de conflits. Et aussi, si on se plaint du côté occidental, en Afrique, dans les constitutions, il y a trop d'organes comme les organisations, les institutions chargées de l'organisation des élections. On peut les appeler CENI, Sénat ou encore différemment, mais ça a sa place. Et les médiateurs, le médiateur du Faso, le médiateur de la République, en République du Sénégal, si les pères et mères de notre Constitution ont prévu ces institutions dans la Constitution, ça veut dire que c'est nécessaire. Et nous devons, et maintenant je vais m'indexer en tant qu'Européen d'origine, je voudrais dire que les Occidentaux et tout le monde, non seulement les Occidentaux, aussi ceux qui viennent de l'Asie et tous les autres, doivent aussi respecter que les Africains font des choix qui diffèrent peut-être un peu de notre système constitutionnel soi-disant moderne, mais nous devons accepter la diversifier et tant qu'on tombe d'accord sur un ensemble de valeurs communes comme la démocratie, sous quelle forme que ce soit, et les droits humains, mais nous devons en tant qu'Occidentaux être un peu plus humbles vis-à-vis de nos partenaires africains et aussi reconnaître que les Africains arrivent peut-être à des solutions sociétales qui diffèrent des nôtres, mais qui sont tout à fait dans l'intérêt de la fonctionnalité du système. Ça, c'est une parenthèse, mais elle m'est importante.
Et finalement, la promotion d'approches interdisciplinaires, comme on a dit. Tels sont quelques éléments, mais vous êtes invités à compléter cela. Ce ne sont que quelques idées très brutes. Et je m'incline vraiment devant votre expertise. Ce que vous avez appris, c'est vous qui allez prendre les rênes entre vos mains pour le meilleur devenir de cette grande nation sénégalaise et dans son contexte régional, continental, pour que, si nous parlons de souveraineté, aujourd'hui on évoque souvent le sujet de la souveraineté des États africains. Je vous invite aussi de tout du fond de mon cœur à prendre ces responsabilités-là et d'affronter au sens positif du terme vos partenaires dans le monde pour des partenariats à la même hauteur des yeux. Et je suis sûr que notre ordre global, notre monde va en profiter si nous arrivons à le faire. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, mesdames et messieurs, et je vous souhaite beaucoup de chance pour la suite vraiment de votre carrière. Nous avons besoin de vous. Prenez ces responsabilités et devant Dieu et devant les hommes et les femmes. Et je vous remercie infiniment de votre patience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Klaus Krugman. Nous allons sans tarder. Le directeur de l'école de droit me dit qu'on est vendredi, effectivement. Il nous reste 10 minutes. On peut, en étant un peu généreux, ajouter 5 minutes, pas plus, un quart d'heure d'échange. Donc nous allons établir une liste unique et que nous demandons aussi aux intervenants d'être le plus succinct possible dans la formulation de leurs questions ou observations. Alors. C'est bon, personne n'a été omis derrière. Alors, professeur Ibrahim Baou, vous avez la parole. Oui, merci professeur pour cette encore brillante communication. Bon, seulement je dis, en fait, finalement, en vous écoutant, on se dit que finalement c'est une histoire d'élite africaine. Même les capitaines et consorts, c'est des élites qui ont été programmées, à qui on a inculqué les valeurs occidentales et qui se battent pour l'accaparement du pouvoir. Évidemment, après, ils utilisent des stratégies de légitimation, comme vous dites. Et en fait, vraiment, peut-être ce qui a le plus changé, c'est que, comme disait Althusser, les appareils idéologiques et répressifs de l'État, qui étaient contrôlés par l'État jusqu'à très récemment, et qu'aujourd'hui, avec l'explosion médiatique et le développement des réseaux sociaux, l'État n'a plus le monopole du contrôle, de l'inculcation, etc., des valeurs. Ce qui fait qu'évidemment, aujourd'hui, grâce à ces médias-là, on peut mobiliser aussi les populations qui peuvent venir soutenir ces forces qui ont, en fait, on peut disqualifier les pouvoirs traditionnels classiques, quoi, enfin, républicains, quoi, qui sont en fait tous finalement des élites qui sont, je crois, qui ont énormément de difficultés à comprendre les réalités locales. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Mohamed Ouad a la parole. Merci, professeur. Nous vous remercions beaucoup de ce que vous nous avez apporté pour ce séminaire. Moi, c'est un seul point qui m'a un peu donné une envie de participer. C'est surtout quand vous parlez de l'État n'a plus le monopole de l'information. Moi, je dis que vous avez entièrement raison, cher professeur. Il y a les influenceurs, comme l'a dit notre cher professeur, mais l'État peut avoir le monopole de l'insurrection civique. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure de paix. Mais si l'État retrouve le monopole surtout de l'insurrection civique, nous arriverons à régler ces problèmes. Parce que moi, je pense que l'information d'antan, c'était une information spontanée qu'on recevait au moment des cérémonies. Mais maintenant, c'est une information volontaire. Et là, le seul remède, c'est que l'État retrouve au moins la maîtrise de son instruction civique. Je vous remercie. Abdul Kader Koïri, vous avez la parole. Merci. Je voudrais remercier le professeur pour la clarté de son exposé. Et la première des choses que j'aimerais dire par rapport à cette communication, et qui est d'ailleurs une question, est-ce que l'alpha et l'oméga des problèmes que nous avons en Afrique n'est pas lié au retard acquis par ce continent, notamment dans le cadre de sa transformation économique et sociale? Parce que quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens cherchent à changer de régime politique, c'est parce qu'ils vivent dans la précarité. Donc s'il y a une certaine précarité, s'il y a des problèmes d'ordre sociaux et économiques, les gens pensent que la solution, c'est le changement de régime. Donc il y a des gens qui sont prêts à pouvoir applaudir le changement de régime par semaine en pensant que leur situation peut s'améliorer. Et si c'est le cas, comment peut-on en sortir? Un autre aspect, vous avez parlé des défis démographiques. Quelle réponse peut-on donner aux défis démographiques quand on sait qu'il y a une conception totalement différente de l'évolution démographique selon que l'on soit intellectuel ou vivant en milieu urbain ou que l'on soit paysan vivant en milieu rural? Parce que en milieu urbain, l'enfant est considéré comme étant une charge. Il faudrait l'éduquer, il faut le soigner, ce qui demande des ressources financières. Or, en milieu rural, l'enfant est considéré comme étant une main-d'œuvre. Quand vous avez plus d'enfants, vous avez plus de possibilités de pouvoir travailler au champ, avoir un soutien. Comment peut-on en sortir tant qu'on n'a pas réussi ces défis de transformation ou d'industrialisation? Merci. Merci beaucoup. Alors, docteur Klaus Krudgen, vous avez 3 interpellations, pas toutes les questions. Je vais vous passer la parole. Merci beaucoup de m'accorder le confort. Merci beaucoup vraiment pour vos interventions. Et qui, en réalité, je pense que nous visons un peu la même chose. La première contribution était plutôt j'interprète ça comme une affirmation, une confirmation de nos propos, pas seulement de mes propos, mais aussi du professeur Kanté, par rapport au rôle qui a changé de la communication et des médias. Effectivement, il faut y prêter beaucoup d'attention, mais je pense que les moyens classiques d'une réglementation sont assez limités. Nous devrions peut-être réfléchir sur d'autres mécanismes, comment on peut arriver à une réglementation, mais qui devrait plutôt provenir des acteurs eux-mêmes. Je donne juste un exemple, vous comprenez certainement l'expression anglaise des fact-checking communities.
Ça veut dire créer des communautés qui font foi au sein de cette communauté, qui a l'autorité au sein de la société pour parler. Vous voyez, on arrive à nouveau à une légitimité, mais qui ne se base pas essentiellement sur la légalité. C'est un danger, mais je pense que nous devons, dans la configuration moderne de nos sociétés, travailler avec de telles conceptions, avec prudence, parce que je ne voudrais jamais qu'on se situe vraiment à l'extérieur du cadre de la légalité, mais nous devons quelquefois prendre en considération des éléments que la loi n'est pas capable de réglementer. J'ai beaucoup aimé votre ajout. Ok, l'État n'a plus le monopole de l'information, mais de l'instruction civique. Et vous touchez un élément qui contient aussi des éléments de réponse à la troisième intervention, ce qu'il faut faire, et là où il faudrait investir beaucoup plus de moyens. D'ailleurs, pas seulement au Sénégal, vous savez, en Allemagne aussi. Notre budget de l'État pour l'éducation est beaucoup trop réduit par rapport aux défis. Il faut clairement y investir plus. Si nous voulons avoir des citoyens, je peux vous dire, ce qui me dérange, c'est quand je circule sur les routes du Sénégal, paf, une voiture devant moi, il y a quelqu'un qui jette un sachet dehors. Ça me dérange. J'ai aussi circulé au Rwanda, je peux vous dire qu'en 4 ans au Rwanda, c'est 2 fois que j'ai vu un sachet quelque part traîner dans la nature. Bon, le Rwanda est un système certainement autoritaire, mais ça peut aussi avoir ici et là ses avantages. Et c'est l'instruction, c'est l'éducation civique. Ça commence dans les familles, mais les écoles doivent aussi en être porteurs. Donc, à mon avis, on a tout à gagner en mettant un accent beaucoup plus important sur le système éducatif au Sénégal, et non seulement au Sénégal. Toutes les parties de la sous-région, et j'inclus mon propre pays dedans aussi, parce que le niveau est aussi en train de dégringoler. Veuillez m'excuser, mais c'est vrai. Les retards, le développement, changement de régime comme solution à résoudre les problèmes de retard dans le développement, je ne pense pas que l'élément important soit un changement de régime. Ça peut être compris par certains éléments de la société comme ça, mais il serait mieux, moi j'ai souvent dit évolution au lieu de révolution. Si on s'y prend à temps et si on agit de manière anticipative, en ce moment on n'a pas besoin d'une révolution parce que l'évolution tient avec les défis auxquels nous sommes actuellement exposés. Donc prenez-nous à cela suffisamment tôt. Et finalement, le développement démographique. J'ai montré les deux côtés, et vous avez à juste titre montré le rôle, la compréhension du rôle des enfants ou de la relève, de la jeunesse dans les sociétés. En milieu rural, c'est différent, dans notre milieu. Comment est-ce qu'on peut résoudre cela? Bon, premièrement, j'ai dit qu'il faut aussi considérer ces jeunes qui viennent comme une chance, parce que ce sont aussi des ressources humaines. Ce sont des êtres humains qui sont en principe nés avec le même degré d'intelligence que nous tous. C'est seulement la question, qu'est-ce qu'on en fait? Et on vient une fois de plus au rôle de l'éducation. Nous constatons que dans les sociétés où le niveau d'éducation est plus élevé, le taux de fertilité, de reproduction de la société diminue. Et une fois de plus, il faut investir dans l'éducation à tous les niveaux pour amener le Sénégal encore davantage vers l'excellence dans le développement de technologies et autres. Vous y êtes déjà au top avec les nations africaines et d'autres. Mais c'est aussi un défi pour la société en tant que telle. Et là, ça ferme un peu le cercle. On vient non seulement à l'éducation formelle, mais aussi à l'instruction civique. En réalité, vos contributions sont très complémentaires. Et c'est sur ces remarques, et vraiment avec tout mon respect pour vos
Et en toute modestie, je tiens à vous exprimer vraiment ma haute appréciation de vos contributions et cela me plaît vraiment beaucoup qu'on reste dans les échanges. Ça serait vraiment un grand défi et croyez-moi qu'à la fin, j'aurai plus appris de vous que vous tous de moi. Et je vous remercie beaucoup. Merci vraiment. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au directeur de l'école doctorale pour le mot de la fin. Voilà. Pour le mot de la fin, c'est un mot pédagogique, hein? Voilà, parce que toutes ces interventions s'inscrivent dans le séminaire éthique et déontologie. Voilà, et les conclusions auxquelles sont arrivés les deux excellents conférenciers vont dans ce sens, hein. Ce que je retiendrai, c'est d'abord ce qu'a dit au tout début le professeur Kanté. Il a parlé de responsabilité du droit. J'élargirai, j'extrapolerai, hein, pas seulement la responsabilité du droit, mais la responsabilité de l'universitaire. Parce qu'il y a le principe de responsabilité de Jonas et il y a le principe vraiment de responsabilité de l'universitaire. Nous sommes responsables de ce qui arrive à notre pays. Ce qui est en train d'arriver, et c'est là l'intérêt de l'interpellation du professeur Klaus. Il a souligné, il nous dit, il arrive des choses en Afrique, il arrive des choses au Sénégal, il faut, par des moyens scientifiques, que nous puissions contrecarrer ce processus qui peut nous amener vers ce qui est arrivé au Burkina Faso, ou bien qui peut nous arriver dans une situation pire encore. Et là, il n'y a que l'élite, hein, pour parler comme professeur Bao, parce que nous sommes des universitaires. Hein, l'universitaire, c'est un sacerdoce. Nous sommes la tête pensante de la société. Donc nous devons faire des propositions. Quelque part, nous sommes coupables de ce qui arrive dans le monde, hein, parce que malheureusement, les politiciens instrumentent même les universitaires, la science, pour valider justement des décisions qui mènent tout droit vers la catastrophe. Parce que dans ce monde, vraiment, comment on appelle ça, les clubs se notent, hein, ils parlent de fin du monde. Hein. Vraiment, je ne sais pas si on est dans la fin du monde, parce qu'on ne le sait jamais, mais c'est clair que nous sommes dans un monde sans dessus. Et là, en tant qu'universitaires, nous sommes responsables. Donc nous devons trouver les moyens de peser sur les décisions. Parce qu'être universitaire, ce n'est pas seulement être à l'université, ce n'est pas être enseignant, c'est être passé par l'université. Être passé à l'université pour être décideur, pour être président de la République, ça veut dire qu'on doit pouvoir réinvestir ces valeurs. Et les valeurs universitaires, ce sont des valeurs de scientificité, ce sont des valeurs de modernité, ce sont des valeurs d'honnêteté, hein, mais forcément ce sont des valeurs de paix et de justice. Et là, le professeur Kanté a insisté là-dessus. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Dans un monde d'injustice, il est impossible d'avoir un développement économique viable. Il est impossible d'éviter la violence. Hein. Là où les conférenciers ont insisté là-dessus. Chaque fois qu'il y a violence, il ne faut pas essayer de résoudre ça frontalement, il faut descendre à la base. Ça, c'est l'arbre à problème. Et quand on descend au niveau de l'arbre à problème, on se rend compte que les causes en général sont des causes liées vraiment au délabrement des valeurs. Donc il faut que l'université œuvre pour avoir un monde de justice et de paix. Et ça, on ne peut le faire que par notre intelligence, comme le professeur Kanté l'a dit, par notre créativité, par notre imagination. Vous voyez, parce que le mal changeant tout le temps de forme, il faut que notre imagination soit assez forte pour innover. Parce que tant qu'on n'innove pas, évidemment, le mal, le diable, hein, comme on dit dans la religion, le mal réapparaît comme l'idole sous d'autres formes. Donc vraiment, il faut que nous soyons conscients de notre sacerdoce divin et que nous travaillons, parce que ça c'est le plus urgent. Hein. L'intérêt de ces conférences, ce sont des conférences traitant de l'actualité. Ça veut dire que la science ne traite pas du passé, la science traite le présent et anticipe le futur. Le professeur Klaus a vraiment montré qu'il faut toujours anticiper. Hein. C'est la prospective. C'est dommage que l'université Gaston Berger, l'université du maître de la prospective ne développe pas l'enseignement prospectif. Il faut que nous puissions anticiper. Et là, nous avons les germes d'un chaos
non seulement dans nos pays, dans le monde entier. Et là, il y a d'autres personnes capables de contrecarrer ce mouvement que les universitaires. Donc voilà, je pense que les messages qu'on peut retenir de ces différentes interventions. Et sur ce, vraiment, nous allons souhaiter bon retour à nos excellents invités, leur redire encore notre bonheur de vous avoir reçu. Et vraiment, nous sommes touchés par les gestes que vous avez faits, de prendre de votre emploi de temps très chargé pour venir à l'université, s'adresser aux enseignants, mais surtout s'adresser aux jeunes. Le professeur Klaus a insisté, il a réussi beaucoup à insister les jeunes. La recherche, il faut aller vers la recherche pour trouver des solutions. Donc c'est important vraiment de savoir comprendre les gestes de ces doyens, voilà, qui sont éternellement jeunes par leur intelligence, qui sont éternellement jeunes par leur capacité à innover. Vraiment, doyens, chers professeurs, merci, que Dieu vous le rende aux multiples, aux centiples, multiples, vraiment. Et puis, très certainement, nous allons nous retrouver pour d'autres activités. En tout état de cause, c'est votre université. Chaque fois que vous avez besoin de revenir, de partager, parce que c'est tout un plaisir pour un universitaire de partager, c'est la vie pour un universitaire, de partager le savoir. Parce que c'est en agissant sur les esprits qu'on peut installer une culture de paix. Parce que toute guerre est due à une culture de guerre. Donc il faut contrecarrer sur culture de guerre. Donc vraiment, à chaque fois que vous avez besoin de partager, nous sommes disponibles, moi, professeur Aïdara et tous les autres professeurs, pour créer le cadre. Merci et voilà, bon retour à tous. Chers étudiants, donc je pense qu'on va vous revenir avec le coordonnateur du collectif des doctorants pour les autres séminaires. Très certainement, on va démarcher au niveau de l'ENA quelqu'un pour peut-être le cours sur l'administration, parce que c'est très important. Donc je vais voir avec le professeur Aïda qui pourra être mon guide, voilà, pour trouver de bons enseignements pour de bons séminaires. Allez, sur ce, voilà, bon retour à tous et merci pour la présence.